Les taximans de Bobo-Dioulasso protestent contre la concurrence déloyale que leur livrent les motos-taxis sur la place Tiefo à Moro. Ils demandent à l'autorité d'appliquer la réglementation pour éviter que les tricycles s'accaparent de leur clientèle. Les États-Unis vont financer un plan dénommé Power Africa qui va permettre d'accroître l'offre d'électricité dans 5 pays africains. L'électricité qui reste un véritable défi de développement pour des pays comme le Burkina, commentaire dans ce journal de Évariste Yembouaro Kombari. L'élection présidentielle au Mali se tiendra bien comme prévu le 28 juillet. Foi de Diongo Sissoko, le Premier ministre, l'autorité en charge de l'organisation de l'élection avait pourtant émis des doutes sur la faisabilité de la tenue du premier tour du scrutin à la date indiquée au regard des contraintes objectives d'organisation. Bienvenue, Madame, Messieurs, aux actualités du 20h. Tout d'abord, la résolution des conflits entre agriculteurs et éleveurs au cœur d'une concertation nationale. Elle se tient après des ateliers régionaux sur la gestion durable des ressources naturelles. Ces instances ont émis des recommandations et des propositions qui devraient être mises en œuvre et permettre de pacifier le partage des ressources entre différents exploitants. La concertation nationale est appelée à capitaliser les conclusions des ateliers régionaux en un document de politique assorti d'un plan d'action. Reportage signé de Maïmouna Traoré. Entre 2005 et 2012, les conflits liés à l'exploitation des ressources naturelles ont coûté la vie à une soixantaine de personnes. On a dénombré environ 400 blessés, des destructions de biens, des pillages, des vols, des déplacements massifs de population. Cette lutte d'intérêts aux causes multiples et aux conséquences graves met en mal la stabilité et la cohésion sociale. Les ateliers régionaux, initiés par le ministère des Ressources animales et halieutiques, ont permis aux participants des 13 régions d'échanger sur les causes, les conséquences, les méthodes de prévention et de gestion des conflits liés à l'exploitation des ressources naturelles. Les chefs coutumiers et les responsables religieux ont été fortement sollicités. Sa Majesté appelle à la sagesse et à la compréhension des acteurs d'élevage et d'agriculture à bien se comprendre pour que chacun puisse tirer profit de son activité. Et Sa Majesté dit que de tout temps, elle sera disponible. À cet atelier bilan, il est question pour ces participants des 13 régions d'examiner les conclusions issues des ateliers régionaux et de proposer un dispositif à mettre en place pour prendre en charge les conflits. Il est surtout attendu d'eux un document bilan assorti d'actions et de recommandations à soumettre au gouvernement. Nous avons souhaité que ce soit que l'on nous apporte les recommandations vraiment les plus pertinentes et les plus innovantes également. Et le gouvernement s'engage en tout cas à les examiner et à voir comment les mettre rapidement en œuvre. Déjà, le ministère des Droits humains et de la Promotion civique a inscrit dans son programme d'activité 2013 la mise en place d'un cadre de concertation sur les conflits et la réalisation d'une étude afin de dégager une stratégie nationale avec les rôles et les responsabilités des différents acteurs. Les 90 conseillers du CS formulent également des propositions et des recommandations pour moderniser l'agriculture et l'élevage, principale source de revenus du monde rural. La première session ordinaire de l'année qui s'est achevée hier a permis à cette institution d'examiner la problématique du financement de ces deux secteurs productifs. Les conclusions avec Nyarkitida. C'est une session qui s'est tenue sur fond de recherche des solutions pour la mécanisation des secteurs de l'agriculture et de l'élevage. Ce sont deux secteurs productifs aux défis nombreux et tous différents les uns des autres. Et à cette session, la première de l'année, les conseillers ont planché sur la problématique du financement du secteur agropastoral. Le secteur rural constitue la base de notre économie et nous avons constaté que c'est un secteur qui manque de financement et qui a besoin d'un soutien plus accru des acteurs du financement. Pour y arriver, les conseillers ont passé en revue les actions en cours, identifier les insuffisances, déterminer les priorités et réfléchir aux moyens d'articuler toutes les actions autour d'axes d'intervention clés pour un financement conséquent des secteurs de l'agriculture et de l'élevage, reposant essentiellement sur 6 points. Premièrement, le renforcement du financement à hauteur de 15 à 20% du budget national. Deuxièmement, la défiscalisation de l'équipement agricole, condition sine qua non
pour accélérer la mécanisation. Troisièmement, la promotion de la bancarisation, du warrantage et de l'assurance récolte et bétail en milieu rural. Quatrièmement, la mise en place de lignes de crédit pour la bonification des taux d'intérêt bancaires. Cinquièmement, la mise en place des mécanismes ou de politiques favorisant la concurrence bancaire. Enfin, sixièmement, l'organisation par filière et la professionnalisation des acteurs. Le renforcement des capacités des acteurs est également en ligne de mire des recommandations issues de la première session de l'année 2013 du CES. Une session qui a permis de définir les stratégies pour une modernisation du secteur agro-pastoral. La tradition du dialogue est une valeur que le gouvernement s'est trouvé auprès des autorités religieuses et coutumières attachées à la cohésion et à la paix sociale. On sait le rôle que ces leaders jouent très souvent pour apaiser les tensions sociales quand elles surviennent. Pour prévenir justement certains conflits, le gouvernement travaille à maintenir ce cadre de dialogue permanent avec ses leaders. Une délégation gouvernementale était dans ce sens à Banfora cette semaine. Le reportage de Moumouni Barou. Durant la crise de 2011, les autorités coutumières et religieuses ont joué un rôle capital dans le retour de la paix au Burkina Faso. Pour cela, désormais, leur concours est constamment sollicité pour apporter leur pierre à l'édification de la nation. La mission gouvernementale dit associer ces autorités dans la recherche des solutions pour le devenir du Burkina Faso et qu'il n'était plus question d'attendre les crises pour les consulter. Les hôtes du jour n'ont pas manqué de féliciter le gouvernement pour cette démarche qui va sans doute consolider la paix au sein des fils et filles du Burkina Faso. C'est une très bonne chose et ça fait la 4e fois que nous avons cette visite du gouvernement qui permet de faire un échange très enrichissant et je pense que, comme je l'ai dit aussi, c'est quand on ne se rencontre pas pour échanger que les difficultés naissent. Mais quand on se rencontre, on arrive à résoudre tous les problèmes. On ignorait ce que la mission réservait à la population. Mais comme on a un petit aperçu dessus, bon, vraiment je suis très content qu'ils aient fait le déplacement vers les coutumiers, que les mânes de nos ancêtres les accompagnent tout au long de leur mission. Les bénédictions ont été faites pour que tous les pays connaissent la stabilité politique et sociale de façon durable, gage d'un Burkina prospère. Le bâtonnier Mamadou Traoré pose au président de l'Assemblée nationale les problèmes de la profession d'avocat et du droit du justiciable en matière de défense. Les deux hommes se sont entretenus sur ces sujets cruciaux hier et le Conseil de l'Ordre des avocats attend un soutien et un accompagnement du législateur burkinabé pour corriger les difficultés qui se posent à la profession d'avocat. Maître Traoré en parle au micro de Nat Koulma Anatole et de Sylvain Vebamba. C'était d'abord une visite de courtoisie à Monsieur le Président de l'Assemblée nationale. D'abord pour le féliciter et aussi présenter le nouveau Conseil de l'Ordre. Notre installation a été faite à la lisière de l'ancienne législature. De la nouvelle législature, nous avons pris fonction au mois d'octobre et les élections ont eu lieu en décembre. Et après, l'Assemblée était dans ses travaux. Nous avons donc profité de ce moment pour rencontrer le président de l'Assemblée nationale, le féliciter et profiter et aborder avec lui un certain nombre de préoccupations de l'ordre des avocats. L'association professionnelle des secrétaires du Burkina Faso organise leur 4e congrès pour la mi-juillet. Dans ce cadre, les secrétaires sollicitent l'appui du Premier ministre pour faire de ce rendez-vous un succès. Elles étaient ce matin reçues par le chef du gouvernement, le compte-rendu de Maxime Zongo. Forte de 8 membres, la délégation de l'association professionnelle des secrétaires du Burkina était conduite par son secrétaire général. Bénéficier des conseils et de l'appui du chef du gouvernement pour un succès éclatant de leur 4e congrès, voilà ce qui a guidé les professionnels
du secrétariat auprès de Luc Adolphe Tiao. Premier ministre, en tant que patron du congrès, nous sommes venus lui rendre compte de la préparation des activités entrant dans ce congrès et souhaiter son soutien pour la meilleure organisation et pour aboutir à un bon congrès. En marge de ce congrès, nous avons une formation qui doit se tenir du 16 au 18 juillet. Et pour cela, nous avons demandé aussi le soutien de son Excellence, Monsieur le Premier ministre, pour qu'il soit notre porte-parole auprès des autres ministres, pour qu'il puisse au moins inscrire le maximum de secrétaires à la session de formation. Secrétariat TIC et médias sociaux, enjeux et utilisation, c'est le thème de ce 4e congrès. Il se tiendra du 15 au 19 juillet prochain à Ouagadougou. Le PRD Tour est une politique commune au sein de l'UEMOA qui vise le développement du tourisme. À Ouagadougou, on a fait le bilan à mi-parcours de ce programme régional et projeté ses actions sur l'exercice 2014. Oswald Gaëtan Sawadougou a suivi pour vous les travaux du Comité national de coordination du programme et voici le rapport qu'il vous propose avec la complicité de Nyarkiteda. Dans sa volonté de faire du tourisme un secteur de développement, l'Union économique et monétaire ouest-africaine, UEMOA, a adopté en février 2010 une politique communale dénommée Programme régional de développement du tourisme PRD Tour. Les comités nationaux ont en charge le suivi et la coordination de ces programmes au niveau des États. À Ouagadougou, le comité national s'est réuni pour faire l'état de la mise en œuvre des activités de 2013 et élaborer le programme de 2014. Du rapport d'activité, il ressort que le tourisme ne se porte pas très bien et il faut donc trouver des solutions. Le contexte actuellement, aussi bien régional que national, n'est pas tellement à la faveur de la fréquentation de notre région par, en tout cas, les touristes internationaux venant de l'Occident en raison de mauvaises informations ou de sous-informations données sur la sécurité dans notre pays. Mais en réalité, il faut que nous travaillions pour rétablir les choses. À cet effet, les comités nationaux bénéficient du soutien de la commission de l'UEMOA. Il y a des choses que les États font, mais également il y a des actions que la commission est amenée à faire pour accompagner les États pour que nous puissions réussir le développement du tourisme, pour que nous puissions atteindre l'objectif qui a été fixé, c'est-à-dire faire de notre espace un pôle de développement du tourisme en Afrique. L'enjeu est donc d'accroître la visibilité des produits touristiques par des actions de promotion bien ciblées. L'objectif pour l'UEMOA est d'atteindre 8 millions de touristes d'ici à 2020. Les taximens de Bobo-Dioulasso sont mécontents de la concurrence déloyale que leur livrent les mototaxis qui s'accaparent de leur clientèle. Ils ont pris d'assaut la place Tiefo Amoro pour manifester leur ras-le-bol. Ils reprochent à l'autorité locale de ne pas faire assez pour appliquer la réglementation. Reportage Amadou Lougué. La place Tiefo Amoro prise d'assaut par des centaines de taxis et des conducteurs en colère. Ces grévistes manifestent contre les conducteurs de taxi-moto dont une bonne partie ne respecte pas la loi qui régit ce secteur. Taxi-moto là, on ne veut pas qu'ils prennent nos clients. Oui, on est sorti pour ça. C'était du ministère. Noir sur blanc, tout le monde est au courant de ça. C'était du ministère. C'est des bagages. Ou avec le propriétaire du bagage. Voilà ce qui a été dit. Et il doit avoir une casque, il doit avoir une forme. Il doit faire les papiers aussi, comme nous. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont quoi? Des enfants de 14 à 15 ans. Ils n'ont même pas permis. Ils ne connaissent même pas la circulation. Certains responsables des syndicats de taxis jugent légitime cet arrêt de conduite et pointent du doigt les autorités locales de la ville de Sia. Avant les élections, moi, Bamba et une délégation, nous sommes partis voir le commissaire. Le commissaire nous a dit, voilà, il faut attendre quand les élections vont finir. On a attendu. Les élections sont finies. Nous sommes allés le voir. Il dit, voilà, attendez, on va faire la nomination des maires. Quand les maires seront installés officiellement, on va faire le travail. Nous avons attendu. Le maire est installé. Le maire est installé, le travail ne se fait pas. Nous sommes allés les voir et dire que voilà, ils sont en train de se préparer. Interrogé, le commandant de la police municipale de Bobo-Dioulasso confirme les multiples démarches entreprises par les propriétaires des taxis. Toutefois, il leur recommande encore de la patience. Il y a eu effectivement plusieurs rencontres avec monsieur le maire de la commune. Ils ont également fait des délégations, ils sont passés me voir exprimer leurs préoccupations. Mais il faudrait que les gens comprennent que
ce n'est pas tout ce qu'on demande, c'est ici et maintenant qu'on peut obtenir. Ils ont posé des préoccupations. Ils ont exprimé leurs préoccupations. L'autorité n'a pas rejeté, l'autorité a donné des consignes de travailler. Alors, lorsqu'ils ont été rencontrés, il était question de voir les tricycles qui transportaient les personnes dans la ville de Bobo. Alors, lorsque l'autorité les a reçus, après les rencontres, l'autorité a décidé de rencontrer également les propriétaires de tricycles pour leur faire part du comportement qu'on leur reprochait et de leur faire part également de l'existence du texte qui encadre l'usage et la détention des tricycles dans la ville au Burkina de façon générale. C'est le décret 2012-559. Et nous avons engagé une première action. Nous avons interpellé le premier jour 18 tricycles. Alors ils ont été sensibilisés, ils ont été mis au parfum des textes qui encadrent et autres. La seconde opération, jusqu'en juin, fin juin, comme je le disais, on était à 180 tricycles interpellés. C'est pour dire que quelque chose se fait. En attendant, les taximens sont décidés d'aller jusqu'au bout. Ils affirment que si rien n'est fait pour leur requête, le mouvement de protestation lancé depuis le 30 juin va continuer jusqu'au 3 juillet 2013. L'actualité Asia, c'est également l'affaire Bakary Diarra, arrêté pour fait d'escroquerie, de faux et d'usage de faux. Il falsifiait des documents supposés être officiels pour faciliter l'admission frauduleuse de candidats au concours de la fonction publique. Pour bénéficier de ces services, il fallait débourser entre 400 000 et 1 500 000 francs CFA. La gendarmerie travaille à rechercher ses éventuels complices. Reportage Karim Sissé. C'est le présumé cerveau d'une bande d'individus spécialisés dans la fraude des examens et concours de la fonction publique et la falsification des diplômes. Bakary Diarra, puisque c'est de lui qu'il s'agit, a été arrêté en début du mois de juin par la compagnie de gendarmerie de Bobo-Dioulasso. Après des perquisitions à son lieu de travail, les gendarmes ont découvert 88 photocopies de pièces d'identité, 54 faux diplômes et attestations prêts à être remplis et 49 faux diplômes de BEPC déjà remplis. Des personnes ont été entendues et il s'avère que les candidats au concours de la fonction publique devraient débourser entre 400 000 à 1 500 000 francs CFA. Vous voyez, c'est la même photo, mais vous avez des noms différents. C'est-à-dire qu'il va composer pour les différents concours indiqués par M. Diarra. Il va composer pour les différents. Il a dénombré un certain nombre de tests qu'il doit faire. Il est sûr qu'il sera admis. Voilà, c'est son cheval sûr. Donc, il va rentrer dans la salle composée, il sera admis. Mais en lieu et place de tous ceux qui portent ces noms-là. Voilà, c'est la même personne. Ces gens de fraude remettent en cause le principe de l'égalité des chances des candidats aux différents concours et examens. Et pour le directeur régional de la fonction publique des Hauts-Bassins, ce coup de filet de la gendarmerie est salutaire. Des gens qui accèdent à nos emplois par ce glissement, vous êtes sans savoir que ces personnes ne peuvent pas être à la hauteur. Voilà, donc du même coup, la productivité de l'administration même prend un coup. Au-delà des sanctions pénales encourues, tout candidat coupable de fraude ou de tentative de fraude, avant, pendant ou après le déroulement des épreuves écrites, orales ou sportives, verra sa candidature sans préjudice donc des sanctions pénales suspendues de tout concours ou examen organisé par les services publics de l'État. Et la durée de cette suspension, prononcée par arrêté du ministre chargé de la fonction publique, est de 5 ans. Bakary Diarra n'est pas à son premier forfait. Il avait déjà été incarcéré en 2009 pour les mêmes faits. En tant que récidiviste, il risque une peine lourde selon la gendarmerie. 12 millions de francs CFA collectés au profit des réfugiés maliens vivant au Burkina Faso. Cette somme a été mobilisée au cours de la journée de solidarité avec les réfugiés. À la base de cette initiative, l'association Solidarité Internationale pour le Mali qui a travaillé en collaboration avec le ministère des Affaires étrangères du Burkina. Reportage Maxime Zongo. Ils sont environ 50 000 qui ont quitté leur pays, le Mali, pour venir se réfugier au Burkina afin de s'éloigner des affres de la guerre. Accueillis et installés sur 3 sites, ces réfugiés manquent de beaucoup de choses.
Très sensible à leur détresse, l'association Solidarité Internationale pour le Mali a pensé à eux en initiant, en collaboration avec le ministère des Affaires étrangères, une journée de solidarité. C'est pour montrer à nos frères vivant dans les camps que nous autres restés au pays, on ne les oublie pas. Et on fait de notre mieux pour nous battre pour leur cause. Séance tenante, c'est une somme d'environ 12 millions de francs CFA qui a été récoltée. Un geste symbolique fortement apprécié par les autorités en charge des affaires étrangères. Cet élan d'aide et d'appui aux efforts que le gouvernement ainsi que ses partenaires financiers déploient pour soulager ces populations qui sont au Burkina Faso et qui ont fui les affres de la guerre. Pour la marraine Chantal Compaoré, épouse du chef de l'État, représentée ici par le député Rosalie Bassolé, ce geste qui soulage doit être soutenu et encouragé. Après cette journée de solidarité, l'association prévoit organiser une caravane de la paix sur les différents sites pour apporter du réconfort aux réfugiés. La Fédération du Canada a célébré le 1er juillet dernier son 146e anniversaire. À cette occasion, les Canadiens du Burkina se sont retrouvés autour de leur ambassadeur pour commémorer l'événement. De nombreuses personnalités burkinabées et d'autres venant de pays amis. C'est un pays aussi qui nous accompagne dans la question internationale. Je sais que c'est des questions de paix et de sécurité. C'est un pays qui accompagne le Burkina dans ses efforts. La célébration de la fête de la Fédération du Canada au Burkina Faso est marquée par l'intervention de l'ambassadeur Ivan Roberts. Une allocution axée sur la présence du Canada au Burkina au cours de l'année écoulée. Nous avons notre programme de coopération dans le domaine de l'éducation, puis à l'éducation de base, et la croissance, surtout un appui au secteur de la microfinance. Nous avons aussi sur le plan militaire. De la coopération avec le Canada, le Burkina a aussi bénéficié de l'appui dans les domaines de la santé, de la promotion du secteur privé ainsi que dans le secteur des mines. C'est depuis 1958 que le gouvernement canadien organise la fête du Canada le 1er juillet de chaque année. Elle est une célébration de l'union des provinces en une fédération appelée Canada. À ce jour, on dénomme 400 à 500 expatriés canadiens au Burkina Faso. Le Conseil supérieur de la communication et la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication du Bénin signent un accord de partenariat pour mieux partager leurs expériences dans la régulation de l'information et de la communication dans la sous-région. Cet accord fait désormais du CSI et de la HAC des institutions sœurs, Amadou Marcel Tou et Adama Koulibaly. Un échange paraphe et c'est l'établissement du partenariat entre le Conseil supérieur de la communication du Burkina Faso CSC et la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication du Bénin HAC. Une convention qui vise à renforcer la coopération entre ces deux institutions nationales de régulation des médias. Le protocole suggère que nous puissions nous consulter mutuellement sur les grandes questions concernant la régulation, que nous puissions échanger des missions dans les deux directions pour des activités et notamment pour les élections. Si vous avez un accord qui a un contenu que vous mettez en œuvre et que vous respectez, évidemment, cela vous renforce davantage et ça repose sur quelque chose de concret et qui relève de l'institutionnel, c'est toujours mieux. À travers cette signature, ces deux instances de régulation entendent surtout harmoniser leurs positions dans le cadre du RIAC, le réseau des instances africaines de régulation de la communication. La Fédération des associations professionnelles des exploitants de télécommunications aéronautiques FAPETEL est en quête d'un nouveau souffle à la faveur d'un congrès ordinaire tenu les 27 et 28 juin à Ouagadougou. Les exploitants de télécommunications aéronautiques se sont penchés sur l'avenir de leur profession. Ils veulent la hisser au même niveau que les autres corps de métier de la SECNA. Oswald Gaëtan Seguida et Evariste Kombari. L'évolution des télécommunications aéronautiques nécessite une remise à niveau périodique des professionnels. C'est le constat auquel sont parvenus les congressistes de Ouagadougou. Et des solutions, ils en ont déjà. Pour ce faire, nous devons envisager une formation continue qualifiante en ouvrant les cycles de techniciens supérieurs et de l'ingénierie et de l'ingénieur à l'IAMAC. Créer des centres
des cellules syndicats télécom pour des stages de recyclage et de perfectionnement. Donner des prérequis en informatique et la formation à l'usage de l'anglais. Le congrès, qui s'est tenu 7 ans après le premier, a renouvelé le bureau exécutif de la fédération. La nouvelle équipe est appelée au respect scrupuleux des textes régissant le fonctionnement de la structure. Je voudrais remercier les congressistes pour la confiance faite à ma personne et aux autres membres du bureau en nous élisant à ce niveau de responsabilité. Le bureau exécutif voudrait prendre l'engagement solennel de travailler à mériter cette confiance. Créée le 2 décembre 2000 à Cotonou au Bénin, la FAPETEL a pour objectif principal de propulser le métier d'exploitant de télécommunications aéronautiques au même rang que les autres corps de métier de la SECNA. Parlons à présent d'électricité. Le président Barack Obama a conclu sa tournée africaine par le lancement d'un ambitieux plan baptisé Power Africa pour accroître l'accès en électricité de 5 pays. Le Burkina n'en fait pas partie, comme de nombreux pays africains. Et pourtant, au pays des hommes intègres, le renforcement du taux de couverture en électricité reste un défi de développement. Le commentaire de Évariste Kombari. Pour la révolution verte en Afrique s'achève avec des résultats qui donnent satisfaction. Il a permis d'améliorer l'utilisation de l'engrais en levant quelque peu l'inaccessibilité physique et financière des engrais et en permettant le développement de crédits adaptés aux activités des petits producteurs agricoles. Et les promoteurs sont convaincus que la diffusion à grande échelle de ces stratégies permettra d'augmenter les rendements agricoles afin d'améliorer les conditions de vie des populations rurales. Le reportage de Ramatou Zida et de Nyarkiteda. C'est un bilan satisfaisant au terme de la mise en œuvre du projet Agra Microdose. En 3 ans et demi d'application, la technologie véhiculée par ce projet a permis d'augmenter de 50% les productions céréalières, d'améliorer de 30% le revenu agricole des pays concernés et de renforcer les capacités financières et organisationnelles des producteurs. C'est l'application stratégique d'une petite quantité de fertilisants NPK ou urée au poquet, c'est-à-dire au pied des plantes. Cela au semis ou après la levée. Et associé à cette technologie, il y a les mesures d'accompagnement, que sont les boutiques d'intrants, que sont le warrantage, que sont les microfinances, et j'en passe. Un ensemble de technologies et d'innovations organisationnelles. Au Burkina Faso, le projet a concerné les provinces du Boulgou, du Kouritenga, du Naouri, de l'Oubritenga et du Ziro. Plus de 300 000 ménages ont bénéficié des retombées. Ce que j'ai retenu de ce projet, c'est d'abord un acquis en termes de méthode de travail. Les acteurs, c'est-à-dire la recherche scientifique, le conseil agricole, les ONG, les organisations de paysans et j'en passe, se sont mis ensemble, ont mis leurs moyens humains et matériels ensemble pour mettre ce projet en œuvre. Donc vous voyez là, on fait des économies d'échelle au lieu que chacun travaille de son côté. La deuxième chose, c'est les résultats spectaculaires de ce projet. Voyez-vous, lorsque nous parlons d'innovation agricole, voilà un exemple type d'innovation agricole. La technologie de la microdose a été mise en place par les instituts de recherche de la sous-région. Selon les promoteurs, sa performance avérée a permis de toucher de nombreux producteurs burkinabés. Elle a été adoptée par près de 45 000 producteurs et les rendements par rapport à la culture sans engrais a été doublé. Des dispositions ont donc été prises pour une plus large diffusion dans les autres provinces du Burkina Faso. Les acteurs de la mise en œuvre de la Grande Muraille Verte pour le Sahel et le Sahara et leurs partenaires vont valider la stratégie et le plan d'action de cette initiative. C'est un programme de l'Union africaine fédérant plus de 20 pays de la région sahélo-saharienne ainsi que les organisations régionales et internationales. Le compte-rendu de Estelle Judith Arsorba. La désertification touche des milliers de personnes vulnérables en Afrique. Celles vivant dans la région sahélo-saharienne payent le plus lourd tribut. Pour affronter les effets préjudiciables d'ordre social, économique et environnemental de la dégradation des terres, l'initiative La Grande Muraille Verte pour le Sahara et le Sahel a été adoptée par les dirigeants africains. L'objectif était de faire une plantation d'air, mais maintenant cet objectif a évolué vers une amélioration des conditions de vie des zones arides,
donc au sud et au nord du Sahara, pour lutter donc contre la désertification. Les acteurs impliqués dans la mise en œuvre de cette grande muraille verte veulent redimensionner leurs actions. L'approche visée, l'adoption des pratiques de gestion durable des terres. À Ouagadougou, ils doivent valider la stratégie et le plan d'action de renforcement des capacités en appui à la mise en œuvre de cette initiative. On a trop parlé, il faut maintenant aller à l'action. Mais pour aller à l'action, il faut donc qu'on ait quand même une synergie, une même compréhension, une même méthodologie. Donc c'est l'occasion pour les pays membres donc de s'asseoir avec nos experts et nos différents participants, d'échanger pour voir quelle est la méthode, la stratégie la plus adaptée pour que cette grande muraille verte soit un succès. La finalité de cette rencontre, c'est de renforcer la résilience des populations grâce à une gestion rationnelle des écosystèmes et de contribuer au développement durable des terres en améliorant les conditions de vie des communautés locales. La pluie, on en cherche, mais quand elle abonde, elle charrie des sinistres, des dégâts. À Bobo-Dioulasso, nombreux sont les quartiers qui sont inaccessibles. Dans le quartier Sarfalao, la situation est beaucoup plus critique. Un pont reliant les deux parties de ce secteur est fortement endommagé. Il faut user de génie pour accéder à sa concession. Fomi Marié et Wenya Machil Kabore. Quartier Sarfalao de Bobo-Dioulasso. L'une des particularités de ce secteur est le nombre important de ses fossés. Et accéder à son domicile est une véritable gymnastique. Ce pont, par exemple, qui devrait servir de lien entre les deux parties du quartier, risque de jouer un rôle contraire. Je ne dirais pas que le pont est délabré, le pont est parti actuellement. Même les piétons, même ces ont peur de passer. Moi, je me rappelle que c'est une fois que j'ai rentré, c'est vrai que c'était un peu tardivement d'une rencontre. Arrivé là, j'étais obligé de stopper jusqu'à 2h, 3h du matin. La pluie est venue, ça a tout gâté. Actuellement, on a des problèmes. Quand il pleut, on ne peut pas passer. On est obligé de rester à la maison. Quand la pluie te trouve en ville, tu es obligé de rester en ville pour que l'eau passe avant que tu passes encore. On ne comprend pas. Comme l'année dernière, il y a un sapin même dans ce même coin-là. L'eau est par terre, lui. Si ce même pont-là même, il passait, la pluie a pris par terre, lui. N'en parlez pas de nous qui ne sont pas sapeurs. Eux qui maîtrisent aussi l'eau par terre, toi. Et nous, on en fait comment? Même à Boto, il faut s'armer de courage pour oser franchir cette barrière. Que dit des véhicules? Pour les riverains, il y a un seul conseil. Il ne faut pas s'y aventurer. Même le tout petit sent les dangers. Aujourd'hui, un taxi veut passer, mais là, son pied est rentré dans le trou, il ne peut pas enlever. Ce sont les garçons qui sont venus grouper pour enlever. Et ils sont partis chez une femme pour partir prendre une plante pour venir mettre sur le pied là pour qu'il enlève. Et les regards restent tournés vers les autorités compétentes. On s'est rendu compte qu'en amont, les gens déversent même des matelas. Donc il y avait donc bouché en fait des tunnels là qui font que de l'autre côté, l'eau a dû ravager. Et c'est ce qui a fait céder le pont. Le problème d'assainissement de façon générale au niveau de Sarfalao, le secteur 17, c'est un problème quand même que nous connaissons. Mais seulement il y a un plan d'aménagement qui est déjà élaboré et dont l'exécution même a commencé. Vous trouverez que peut-être un peu plus bas, il y a des ponts qui ont été déjà confectionnés où les gens peuvent passer. Mais plus en haut ici, effectivement, on s'attelle toujours à retrouver un peu de financement pour pouvoir faire face à ces différents ponts. En ce temps hivernal, les inquiétudes se lisent sur les visages et en attendant une éventuelle réflexion de ce pont, prudence est recommandée. Du sport et nous nous dirigeons dans le nord. La finale de la Coupe de l'Espoir intercommune s'est disputée le samedi 29 juin dernier à Caen, une localité située à 70 km au nord de Waïguya. Cette 19e édition s'est achevée avec l'organisation de courses cyclistes et la finale en football qui a opposé la commune de Thiou et l'équipe de Waïguya. Compte rendu de ces activités avec Franck Soubeika et Bangba David Kafando. La localité de Caen, le point de mire des activités sportives de la province du Yatenga, le week-end dernier, avec au programme du cyclisme et du football. Les femmes sont les premières à ouvrir le bal. Elles ont rivalisé sur un circuit de 1,7 km à parcourir 5 fois, soit une distance totale de 8 km 500. Au troisième pas, Amazon se détache. Alimata Sawadogo franchit seule la ligne d'arrivée et reçoit un vélo pour son exploit. Départ accéléré dans la course réservée aux hommes, conséquence des chutes de 5 coureurs dès le premier tour de piste.
Cette épreuve est remportée par Youssouf Warmé, qui a parcouru les 25,5 km en 28,42 km/h. Les populations sont satisfaites et moi aussi. C'est l'objectif ainsi, de leur donner un peu de plaisir, pour qu'elles comprennent qu'elles ne sont pas délaissées. Et au-delà de cela, nous allons voir ensemble qu'est-ce que nous pouvons faire pour le développement du département de Kraï. Tout en blanc face à Waïguia, c'est l'affiche de la finale de la Coupe de l'Espoir intercommune. Waïguia est la première équipe à se mettre en évidence à la 5e minute pour le 1-0, grâce à Mamadi Progo. Abdul Karim Warmé remet les pendules à l'heure, un but partout. Le dénouement du match se fera en seconde mi-temps à la faveur de Tiou grâce à Abdul Karim Warmé. Il signe son doublé et permet à Tiou de remporter la 19e édition de la Coupe de l'Espoir intercommune. Je suis très satisfait parce qu'on a assisté à un beau match. En arrivant ici, je ne m'attendais pas à un match d'une qualité très élevée comme ça. Je tiens ici d'abord à remercier le promoteur, à la personne de l'honorable député Badini Bourema. Nous sommes venus ici pour l'encourager. Vraiment, qu'il continue, c'est difficile, mais qu'il sache que nous serons à côté de lui pour l'aider à promouvoir le football dans le Nord. Je suis très comblé, il n'y a pas beaucoup de brutalité, les gens ont le fair play, et je pense que c'est ce qui nous intéresse le plus. Ce qui fait que nous pouvons augurer de pouvoir créer aussi au niveau de nos différents départements, différentes communes rurales, une équipe qui puisse compétir avec les autres équipes des provinces de la région. Parce que nous avons donc à l'esprit de pouvoir faire, si vous voulez, une super coupe de la région du Nord. Tiou succède à Tangaï. Rendez-vous à Kalsaka pour la 20e édition. Au Mali, hors de chez nous, donc, on vote le 28 juillet 2013 pour choisir le président de la République, le président de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Aboubakar Sagnon sera votre guide pour l'édition synthèse à 22h15.